Salut tout le monde. Alors, je vais faire la présentation d'abord en anglais. Et quelqu'un ne parle pas anglais dans la salle? Génial. Welcome everyone to this 19th edition of the Vue.js meetup. I'm glad you're here for the first meetup of the year, especially because I know that today there is also a meetup at Human Talks. You may be missing out. I won't have you for long. I just want to have a small word about the sponsors. So Vue Jobs, if you ever want to find a job in Vue.js, doing some Vue.js, this is a platform you may check out. Today we're going to be hosted by Algolia, as you may know, so thanks for them to hosting us. I will let Sarah talk about Algolia later. And we have two talks. So the first one in English is by Sarah Diane, who is going to talk about building an interactive showcase with Vue.js and Vue Insta Search. So a lot of scope slot, a lot of customization for plugin authors, or if you want to push further your customization skills and reusage of components in your applications. And then we have a talk in French by Sabi, who is over there. Sorry, is over there. Who is going to talk about Gifster and Vue. So Gifster is a bit of backend, a bit of Java tonight. And just so the question I forgot, because as you can feel, I'm completely rushed tonight, not very well organized. Who is coming here for the first time? Okay, that's a lot of new hands. That's cool. So we try to organize, usually we do the first Wednesday of every month, because that's a free date that is not used by any other meetup. But tonight, we had to move that a bit later because of the New Year's Eve. So yeah, I will let Sarah take the talk. Thank you, everyone. Can you hear me well? Hi, everyone. So thank you for being here. Who here knows Algolia? Cool. OK, good share. So Algolia is a hosted search API. For those who don't know Algolia, Algolia is a hosted search API that lets you build search interfaces reliably and quickly. So you can then integrate it in your mobile application or your website in no time. We have API clients. We have front-end libraries, and we're also hiring. So yeah, feel free to go to algolia.com/careers if you're interested in a position at Algolia. All right, so my name is Sarah. I'm a software engineer in the docs team at Algolia. And recently, we released a brand new version of the Algolia documentation website. So you need to understand that at Algolia, we have many open source libraries. And the documentation, which is mostly on the documentation website, is also split in other websites of Algolia. Namely, we have the community website that holds a good share of the remaining documentation. And that's the case of Instant Search. So Instant Search, if you have never heard of Instant Search, is the family of front-end libraries for building search experiences. So we have one in vanilla JavaScript, Vue, React, Angular, iOS, and Android. And it lets you build search interfaces quickly and reliably. So one of the big tasks of migrating of the new documentation was to migrate the Instant Search documentation from the community website to the main documentation. And for us in the docs team, it was a great opportunity to upgrade the documentation experience of Instant Search. So this is a search UI. And as you can see, every part in red is a widget. It constitutes a search UI. So you have many different parts, many different widgets,
And so, for example, you have a search box, you have the hits, you have filters, you have buttons to clear the filters, drop downs, etc. The list goes on. This is what Instant Search provides. So it gives you that out of the box, and you can compose your interfaces quickly without thinking of the data or the logic. It just integrates with Algolia and lets you build that in no time. The thing is, Vue Instant Search has more than 27 widgets. And it's even more in React Instant Search and even more in Instant Search JS. The problem is, when you see a list of widgets like that, you're building your interface and you're like, okay, I don't really know what I need. It's really not helpful when you see a long list like that with names that doesn't really speak anything. Let's say you're building a search, right? So you're building a search for phones and you want to filter by brand. What do you need? Do you need a menu widget? Do you need a hierarchical menu? Do you need a refinement list? I wouldn't know. And that's the problem with written documentation. As good as it is, it's really complicated to actually describe visual elements. So what we wanted to do in the docs team is that you are able to interact directly with those widgets. You see the widgets, you can click on them, you can see the names, and you can directly access the documentation. So we decided to build a fully working interactive showcase of all the Instant Search widgets, of everything that Instant Search has to offer. So basically what we did is that we translated this long list into an actual search UI that works. This way you can see all the widgets, you see the names directly, and you can access the documentation. We created 3 experiences. The first one is a full search interface. The second one is an autocomplete menu. And the third one is a geo-search experience. So in this presentation, we will go over the implementation process of this showcase. We'll see like a few details of the architecture, and we will see how we solve problems for each interface using namely dynamic components, scoped slots, and mix-ins. All right, let's dive right in. So we created a fully separate Vue.js app, and we integrated in the docs using an iframe. So this is separate, this is on a separate server, and it's integrated right in the docs with an iframe. And for that, we used Vue.js, and we used Vue Instant Search to power the search and the widgets. So for each experience, we created 3 components. Each experience has a component that acts as a view. Okay, so what's next when you have that? What do you do? Do you simply import widgets in the views? You compose a few interfaces and call it a day? Well, not so fast. Those are 2 typical widgets that you can find in Vue Instant Search: hierarchical menu and refinement list. So they are quite similar. And the thing is, we didn't want to pack a big interface putting all those widgets that look alike, because that would be too much, that would be confusing. So the idea that we had is that, okay, we're going to take those widgets that look a little bit alike, and we're going to combine them together and allow you to switch between one and the other. This way you have an interface that really looks like a search interface, and you're able to switch and see the differences between similar components. For that, we created a custom component that we called the widget switcher. And if you look at this interface, so this is the interactive showcase. So all those blocks here with the gray border that you can see, this one, etc., those are widget switchers, and they pack one or several Instant Search widgets. This is a typical rendering of a widget switcher that packs several widgets. So as you can see, the widget switcher, you use it directly and you pass the components that you need. And then the switcher powers the titles, so it shows the titles and lets you switch on them by clicking on the title.
you see the docs button for the current widget, and you see the widget itself. So this is what the switcher powers. The view logic, and also the switching strategy. And I will talk to you about that in a little while. Let's look at some code. So to do this here, this is the code that we have. So you instantiate the widget switcher, you pass it a prop that is called widget, and you pass that prop a collection with a title, which is a string, and the body, which is actually the component. All right, so how is it really possible to do that? Usually when you import a component in Vue, you declare it on the component's property. This is the usual way of doing it, and this allows Vue to do its magic, and it's going to expose it in the template as a web component. But before being a web component, a widget that you import, like this, is a JavaScript object. So instead of exposing it as a component, what you can do is simply return it from the data factory function. And when you do that, you actually have access to it as a JavaScript object, a plain JavaScript object, and you can pass it around in props, which is really interesting because then in the switcher, you can render it using dynamic components. So who here knows what a dynamic component is? Cool, okay. So what are dynamic components? They are anonymous components that can take the shape of any static component that you have. You pass it a prop, you pass your component as a prop, and it takes the shape of this component. If you're into Pokemon, this is a bit like the Ditto of components. Metamorph. All right, so let's look at the switching strategy. So here we are in the widget switcher. What do we do? So we have this collection of components, and what we do is that we loop over them, and each is rendered into its own dynamic component. So that's how we instantiate the widgets inside the switcher. Then we hide them all, but the first one. And when you switch, what we just change is the class. So basically, you switch between hidden and not hidden. So what it does is that it just repaints the view. But obviously, there is an issue. It would not be that easy. Meet the refinement list and the menu. Those widgets, instant search widgets, look similar, but they're fundamentally different. One lets you pick several filters and add them together, while the other one actually lets you only pick one. And from an Algolia and an instant search perspective, this behavior is not compatible. So you cannot have both in the same interface at the same time, because instant search won't render it properly. So the issue is that we want to have them both in the same interface, but we can't. So how are we going to do that? Basically, what we want to do is have only one in the view model at the same time. So what we created is an alternative switching strategy. So this is an alternative switching strategy. This is optional, and you can force it. And basically, instead of looping and creating one component, using one dynamic component for each widget, you only have one, and it takes the shape of the first widget that you have. And then when you switch, basically what changes is only this. The current widget index, we change it to the new index. And what it does is it's going to destroy the component, remount it with the new widget, and repaint. So from a browser perspective, this is a little bit more demanding than the first one, because in this case, we destroy, we remount, and finally, we repaint the UI. The first one, we only repaint. This is why we decided that it would be an alternative strategy that you can opt in for, but this is not imposed. By default, you get the first one, and then if you need to, because you have components that are not compatible, you can use this strategy. All right, so we are done with the first experience. Now we have to build the next one, which is an autocomplete menu.
So the funny thing about autocomplete menus is that they come in many shapes, there are many ways that you can build an autocomplete menu. And so at Algolia, we decided we didn't want to reinvent the wheel, so we didn't include the view part, like the rendering part. What you get when you use the autocomplete widget is the data and the logic. And then you're able to wire it with any third-party component that you want. How do we do this? Who here is familiar with slots? Cool, a little bit more people. Okay, so we can go a little bit faster on this one. Basically, when you use slots, you have a parent component that accepts a child component, and you can pass some arbitrary data to the child component that will be rendered in the child component in a slot. So basically here, you have the child component that is instantiated. We pass it the data. And here in the slot, this goes here. That's the idea of slots. But there's even better. There are scoped slots, which is basically slots on Red Bull. So the idea with scoped slots is not only you get to pass arbitrary data, but you also have access to data from the child in the parent. And so you're able to customize the rendering of your child component with knowledge of the data. So in this example, we're looping over to-dos, and we're giving access to the parent to the to-do, the current to-do. So here, we are able to send some arbitrary data, but it also has access to the current to-do. So you're able to render it from the parent to the child. That's the beauty of scoped slots. And this is exactly the strategy that we picked in View Instant Search, that the Instant Search team has picked, to let you personalize components as you see fit. So what does that mean for the autocomplete? Because for now, we only have the data and the logic, but we don't have any rendering. But now we're able to download any third-party autocomplete that we want and stitch it together with the autocomplete widget from Instant Search. So here you have the code, simplified, code of the final autocomplete that we have on the interactive showcase. So you can see in red that you have the AIS autocomplete, which is the widget from Instant Search. In green, you have the template that retrieves the data from the components. So this data that you see here, indices and refine, it comes from AIS autocomplete. So we have now access to it. And here we are able to instantiate our third-party view autosuggest component and pass it the data and the logic from AIS autocomplete. So basically, we have indices, which are the results from Algolia. We are able to pass them to the suggestion prop of view autosuggest. And we have refine, which is a method that we get back from AIS autocomplete, which basically triggers a new search. And we pass it to the onInputChange hook, which is basically going to refine the search, so send a new query every time that you type something or you change something in the input. So as you can see, all we had to do is instantiate the autocomplete widget from a View Instant Search, then use scoped slots to get back the data, and finally stitch it together with the View autosuggest component. Good. Now all we have left to do is that geo-search experience. Algolia supports geolocated search. You are able to look for positions based on coordinates. And so we wanted to build a geo-search for airports with a list of airports here, and over there a map, which is basically the same results. The thing is, View Instant Search is a little bit younger in the family, contrary to React and InstantSearch.js. So there is not yet an out-of-the-box component for GeoSearch. So this time it was not about personalizing a component that only has data and methods and logic. It was about creating
a brand new component for GeoSearch. So as we saw earlier, View Instant Search uses slots, scoped slots, to do the personalization. And it is a little bit different from the other flavors of Instant Search, let's say React and InstantSearch.js, which use something else that is called, when it's going to move. All right. Okay. Connectors. All right. All right. This way. Connectors. So what are connectors? Connectors are functions that encapsulate all the logic that you need to make widgets. So every connector is specialized to make a certain type of widget. So basically, think of the widgets, this is the renderless version of the widget. So you don't get any rendering, all you get is the data and the logic. In View Instant Search, we don't have connectors per se, but what we can do is import connectors from InstantSearch.js and build upon that. So this is what we did for this experience. Here you can see that we import the Connect GeoSearch function from InstantSearch.js, so the connector GeoSearch. Then we import a utility that is called CreateWidgetMixin from View Instant Search. And this function is taking a component. And what it's going to do is that it's going to create a mixin that is going to give you access to all the data and all the logic and all the lifecycle steps of an actual GeoSearch widget. So there, when you look at your component, when you inspect it, you can see that the mixin created a state property and that you have access to all the data and all the logic of a GeoSearch in your custom component. So what we did is that we used this in combination with a third-party component that is called View2 Google Maps. And we were able, from this data that is exposed by the mixin, we were able to get all the data that we needed and to use it to generate markers and info windows. So basically, we have access to this state. Everything is on this state. And we are able to map on it and do all sorts of things, and then generate our custom UI. So the code is simplified. You don't see all the Google Maps properties like the zoom, etc. But the gist is here. So this is all the code, like this is the meat of the code that you need to create an actual GeoSearch component with View Instant Search. While at the beginning you had nothing. You had no component at all. And just with this connector and this little utility, you're able to create it in very few lines of code. So what did we see during this presentation? We saw that View Instant Search fully embraces the simplicity that we love about Vue.js, or that I love at least. And it lets you build search interfaces in no time with virtually no limit. So as you saw, there are some limitations in View Instant Search because some things were not implemented yet, but it did not prevent us from creating what we wanted while keeping a code base that is healthy and readable. So in the docs team, this is the second app that we've built in Vue.js. The first one is an interactive tutorial that you can find if you go on algolia.com/doc. You will find it right away. And this one is the second one, and so far it's been a blast. We love using Vue, we love working with Vue, and this is probably the very first of a long list of separate apps that we build with Vue.js. And of course, every time that we do some nice discoveries, we'll share what we learned along the way. Thank you. Do you have questions? We have a catch box somewhere.
Hello, thanks for the talk. I wondered if you have implemented the same kind of documentation for React, the interactive documentation that you built in Vue. If you can port what you did in another framework. Sure. So what you saw, we built it with Vue Instant Search, but at the end of the day, what we want is the interface. So we don't care what we use, what flavor we use. So there is no need to rebuild it in React because you don't actually have access to the source code. What you have access to, so you see the interface, and then we are able to know on which flavor you are. Because when you are on the Algolia documentation, you have the ability to switch between flavors of Instant Search. So when you're going to switch to React, you're going to have basically the same interface, but sometimes, the documentation will point to other places. So it will point you to React. If it's for Vue, it's going to point you to Vue. If it's vanilla JavaScript, the same. And we take into account the fact that, for example, in InstantSearch.js, you have the GeoSearch component. So it points directly to the documentation of this component, while in Vue, it's going to point you to a tutorial that explains you how to do it yourself. Perfect, thanks. You said that you used Knifeframe to put the mini app in your website. Did you have problems doing that? I mean, connecting with the whole app or not? No. Okay. So it was a standalone application that. Yes. Okay. So we serve it on another Algolia domain, Okay. and we integrate it in the docs directly. So yeah. Okay. Any other question? Don't be shy. Okay, we can talk about it afterwards if you want. Cool. Well, thank you. Vous m'entendez? Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, hop. Ok. Alors, hop. Bonjour à tous déjà. Merci à tous d'être là. Juste quelques petites questions à vous poser avant. Est-ce que parmi vous, il y a des développeurs Java? Juste pour savoir un petit peu. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres développeurs full stack, donc autres que Java, mais ok. Et est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent Gipster? Ok, c'est cool. Donc il y en a qui vont peut-être découvrir des choses, ça va être assez sympa. Alors, je me présente rapidement, moi je m'appelle Sabik Tifa, j'habite à Thoiry dans les Yvelines. Alors c'est un joli petit village où il y a un zoo, c'est super cool, vous pouvez y aller. Je bosse chez Hippon depuis octobre 2018. En fait, j'ai rejoint la team Gipster justement en tant que lead du JS. Alors, je vous en parlais juste après justement à ce propos. Donc, je suis développeur full stack, donc je bosse en Java avec les différents frameworks et j'ai une attirance toute particulière avec Vue, d'où ma présence ce soir. Alors donc Gipster, c'est quoi? Gipster, en fait, c'est un framework qui va vous construire une application full stack. Donc, elle va se construire en deux parties. Donc, pourquoi Gipster? C'est parce que c'est Java Hipster, en fait. Donc, du coup, c'est du Java. Pour la partie serveur, donc vous aurez du Spring Boot. Donc, pour ceux qui connaissent, ça va vous faire toute la partie serveur avec la partie web app et la sécurité et pas mal de petites choses.
Et vous aurez le choix en fait après pour construire votre partie front-end. Donc l'idée qui est assez chouette, c'est que vous allez pouvoir construire une application et choisir le socle technique avec lequel vous allez le faire. Désolé pour ça. Et donc historiquement, donc ça avait commencé avec AngularJS à l'époque, Gipster. Très vite c'est passé à Angular. On a ensuite ajouté React et en fait, suite à des discussions avec Julien Dubois et Dipou, qui sont les leads de Gipster et les créateurs d'ailleurs, on a décidé en fait, avec la montée en puissance de Vue, l'intérêt qu'il y avait un petit peu, de se dire pourquoi pas tenter le coup, essayer de créer en fait l'application Gipster avec Vue.js. Donc tout ça, ça a commencé en octobre dernier, donc en fait quand je suis arrivé chez Hippon. Donc aujourd'hui on est une petite quinzaine de contributeurs quand même, donc tout est sur GitHub bien sûr. Et donc c'est assez chouette parce que c'est là dans quelques jours je pense, on va pouvoir réaliser une première bêta, donc on va pouvoir avoir une vraie application. Donc vous allez voir tout de suite à quoi ça correspond et ce que ça peut faire, donc c'est assez sympathique. Et donc juste pour vous préciser quand même un petit peu, Gipster ça fait pas... Enfin, ça fait votre application full stack, mais ça fait beaucoup de choses. Et ça vous apporte beaucoup d'outils à côté, beaucoup de bonnes pratiques, beaucoup de facilité aussi, parce que d'une, vous allez pouvoir avoir une stack vraiment fluente et complète de bout en bout. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir la partie back, la partie front, et également toute la partie déploiement. Donc vous allez pouvoir aller déployer sur du GCP, du Pivotal, du Heroku. Toutes les bonnes pratiques avec du Jenkins, vous avez du Docker qui est embarqué dedans, et voilà. Vous avez plein de petits aussi, extra, avec du Kafka, de l'Elasticsearch, pourquoi pas du Algolia demain, on en parlait justement tout à l'heure, ça peut s'imaginer. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de construire toute une app et tout un écosystème, et de s'assurer qu'en fait, toutes nos apps, elles ont la même logique, et donc de s'y retrouver, et on n'a plus qu'à choisir ce qu'on aime, et créer ce dont on a besoin en fonction des projets et des envies. Donc, tout ça c'est cool, mais en vrai ça donne quoi? Et ça donne, on va voir ça ensemble. Donc je vous propose qu'on crée en fait une application. Pour vous montrer un petit peu. Ah oui, sauf que je ferme ça sinon ça va pas le faire. Hop. Par contre, vous voyez pas grand chose. Non. Un petit peu mieux peut-être là. Alors. Ouais. Voilà. Ça va à peu près? Même dans le fond, vous voyez quelque chose ou... Ok. Donc, on va créer une petite application. Hop. Hop. Meetup.js. Hop. Alors, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, on est encore en développement. Donc, du coup, on a encore pas mal de choses à régler. Donc, on n'a pas encore réalisé exactement toutes les versions. Donc, il y a pas mal de petites choses qui ne fonctionnent pas tout à fait, même si on a encore pas mal de petites choses à régler. Et donc, alors, Gipster, comment ça se présente? C'est un générateur. Alors, il faut savoir que là, je vous montre la version terminale. Il y a une version en ligne, en fait, qui existe. Donc, vous avez la même chose. Donc, toutes les petites questions là que je vais vous montrer, vous avez la même chose en ligne. Donc, c'est peut-être un peu plus user-friendly. Là, ça s'adresse plus à une partie un peu technique. Et donc, on va pouvoir construire plein de choses. Alors, je ne vais pas détailler là toutes les questions, parce qu'il y en a beaucoup en plus qui concernent le back et donc la partie Java. Mais dans l'idée, je vous invite à jouer avec, parce que d'une, c'est très facile. Alors si on est ici, c'est qu'on aime tous Vue, donc on a tous été, je pense, séduits par son côté simpliste et abordable. Et Gipster, c'est un peu pareil, et en fait pour la partie Java. Donc vraiment, ça permet d'apprendre plein de choses, pas que du Java, parce que aussi parfois c'est pas évident de se confronter à du Docker, à du n'importe quoi. Et il y a déjà plein de choses et des gens très bien qui les ont fait, donc du coup, c'est assez facile de rentrer dedans. Donc là, pour le coup, on va faire une app monolithique, donc c'est juste un back et un front. On va l'appeler Meetup.js, c'est très bien. Donc là, ça c'est des questions un peu Java, donc je vais passer dessus. Le registry, c'est pareil, c'est
c'est pour savoir comment on va gérer nos apps et nos services. On va avoir différents types d'authentification. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on va gérer pour vous. Donc soit de l'authentification avec token JWT, de la session ou alors de l'OAuth 2, pour ceux si on veut faire de l'OpenID ou du Keycloak. Donc là, on va rester en JWT. On va pouvoir choisir sa base de données, parce que de la même manière, en fonction des stacks, on sait jamais, on peut avoir plein de choses. Donc on va avoir du SQL et du NoSQL d'ailleurs. On va pouvoir choisir plein de choses. Là, on va rester assez classique. Donc on va prendre les options par défaut avec du MySQL. Du H2 quand on est en dev. Donc du coup, on a une base de prod, une base de dev. Donc ça, c'est géré au niveau des builds. Donc c'est pour faciliter encore une fois, vraiment l'idée derrière Gipster, c'est de faciliter la mise en place de l'environnement de développement et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment d'agrémenter l'expérience développeur de tout ce qu'il faut, de tous les outils pour que vraiment ce soit agréable, que ce soit facile et que n'importe qui en fait puisse rentrer dans un projet. Donc Spring Cache, on va mettre un cache, Hibernate, ok. Pareil, Maven, Gradle, c'est des outils de build dans le monde Java. Ça, c'est les petits extracts dont je vous parlais tout à l'heure. Donc par exemple, il y a du Elasticsearch, tout ça, mais là, on va pas faire de folie. Donc là, c'est là que ça devient intéressant. Donc là, en fait, on vous propose pas Angular et React, mais on va proposer que Vue. Normalement, ça peut vous proposer Angular ou React aussi. Donc on va choisir Vue, évidemment. On peut faire également de l'internationalisation, donc on va dire oui. On va choisir d'abord notre langue, on va se dire qu'on se met en anglais, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'anglophones. Et du coup, on va peut-être mettre du français quand même. Hop. Voilà. Et on a encore, donc là pour la partie front, des petits extras, donc on a du Gatling, du Cucumber et du Protractor. Donc je ne vais pas passer sur les deux premiers, même s'ils sont très intéressants et très pertinents. Par contre, je vais choisir Protractor, parce que c'est assez cool. Et ça permet de faire plein de choses. Donc une fois que ça c'est fait, en fait tout ce qui va se passer c'est que Gipster va bosser pour nous et il va générer le projet. Donc il va créer vraiment notre projet, il va aller télécharger tout ce qu'il faut, il va créer tous les fichiers qui vont bien. Donc nous là on n'a plus qu'à attendre, avoir un internet qui fonctionne correctement et on va pouvoir voir des choses assez intéressantes. Donc là tout ce qu'il a créé, donc là on voit plus que la fin mais c'est la partie back et front. Et donc comme on a choisi Vue.js, il y a plein de choses déjà qui se sont mises en place. Donc du coup, on a essayé de prendre les principaux composants officiels ou alors ceux qui étaient recommandés pour la génération de notre app. Et donc ça fait que on se retrouve avec une app, voilà, il a fini. Donc ça c'est cool, il a généré notre app et on va pouvoir donc la lancer. Alors, encore une fois, pour faciliter l'expérience développeur, on va dire, on va avoir deux choses à faire. On va pouvoir lancer le back d'un côté, donc c'est ce que je viens de faire avec la petite commande, et on va pouvoir lancer aussi le front. Donc là-haut, je vais avoir le back qui va tourner, et puis en bas, je vais mettre le front. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Et alors ? Donc le temps qu'il build là-haut, nous on va pouvoir lancer notre front à côté. Et on va pouvoir aller regarder ce que ça donne. Donc, alors ce que j'ai pas dit évidemment tout à l'heure, c'est que ce qui est construit en fait en dessous, pour l'application Vue, on est basé sur Webpack. Alors un peu ceux qui ont pu utiliser Vuecli, voilà l'application. Ceux qui ont utilisé Vuecli, vous savez que du coup il y a une conf Webpack qui est construite en dessous. Et donc qui est modifiable et configurable. Donc nous c'est pareil, il y a toute une configuration Webpack, une partie dev, une partie prod, qu'on expose et qui donc peut également être modifiée. Donc ça c'est notre application. Alors du coup je vais par contre pas forcément... Il est où? Il est parti. Ouais je pense. Voilà. Donc ça y est, le bac il est parti aussi, c'est cool. Hop. Alors juste je relance, donc là voilà, on a le petit ribbon là qui dit qu'on est en développement, donc ça tout va bien. Donc ça c'est notre application, donc ça une application Gipster, quel que soit le langage dans lequel vous le générez d'ailleurs, vous aurez cette, alors parfois des petites extravagances et changements entre les front-end, entre React et Angular et Vue, mais on aura toujours un peu ce schéma là. Donc du coup, on va vraiment s'y retrouver et ça va être assez simple en fait de passer de l'une à l'autre, ça va vraiment être transparent. Donc comme je vous disais, on a l'authentification qui va être gérée. Donc là pour ceux qui ont reconnu, du coup il y a Bootstrap Vue qui est évidemment chargé.
Donc après, on a fait des choix. On a utilisé VueRouter, on a utilisé Bootstrap, Bootstrap Vue, on a utilisé plein de choses comme ça. C'est des choix qu'on a fait. Pareil pour la traduction, on a mis Vue 18n. Ce sont des choix qu'on a fait par rapport à certains modules. Après, nous, voilà. L'idée, c'est vraiment de construire une application. Ça peut vraiment aider à voir ce qu'il y a dedans et voir comment ça marche. Parce que parfois, c'est pas forcément évident, même si la doc de Vue est évidemment très bien faite. Ça peut toujours vraiment servir d'exemple vraiment concret. Donc là, c'est que la page d'accueil. Les entités, on va y revenir tout à l'heure. On a une partie administration. Donc on a vraiment une vraie application. Donc là, par défaut, on a généré des utilisateurs. On va pouvoir avoir la création de nos utilisateurs. On a plein de petites choses. Donc derrière, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du Spring Boot. Alors Spring Boot, en fait, la partie serveur, elle expose plein de métriques. Donc plein de choses, plein d'informations. Donc de la même manière, on va pouvoir venir les consulter et faire un petit peu du monitoring directement ici. On peut accéder à la conf qui est déployée sur notre serveur. Enfin, voilà. Il y a vraiment plein de choses. Et donc ça, c'est notre application telle qu'elle est, donc sans configuration particulière, juste on a démarré l'application. Donc une fois que ça c'est fait, on a notre application qui tourne. Maintenant, hop, si je reviens ici, je voulais vous montrer autre chose. Ah oui, remarque, je peux le montrer là-bas. C'est que normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai un Vue qui tourne. Voilà. Et donc ceux qui connaissent un peu Vucli ont dû certainement utiliser. Alors j'ai des beaux projets de test, c'est magnifique. Ont dû utiliser Vue UI, donc ça permet d'avoir un peu une vue d'ensemble de notre projet au travers de cet outil qui est quand même vraiment bien fait et qui nous permet en fait de regarder un petit peu tout ce qui se passe. On va avoir les différents plugins qui vont être dispo. Alors je sais pas trop pourquoi des fois j'ai les dependencies qui mettent un peu du temps à arriver. Voilà, donc en gros ça donne ça. On peut regarder, donc c'est la même chose que ce qu'on a dans notre app, mais c'est juste joliment affiché. Et donc on retrouve ici en fait toutes nos tasks qui sont configurées dans notre package JSON. Alors nous on n'a juste pas gardé comme je vous ai dit, Vucli apporte ses propres tâches de build, de prod et de dev. On les a pas conservées parce que du coup on a nos propres à nous qui font un petit peu d'autres choses. Donc on a ici nos tests, mais on a ici nos webpack, prod, build, etc. On a Jest. Alors, on a plein de choses qui viennent avec. Comme je vous ai dit, l'idée c'est vraiment d'avoir plein de choses. Donc on recommande plein de choses. Les tests vont passer avec Jest. On va avoir du lint, donc du TS-lint d'ailleurs, puisqu'on est en TypeScript. Du Prettier, donc en fait tout votre code va être à chaque fois linté et puis passé en revue par Prettier, donc c'est quand même plutôt cool. On a vraiment des codes de conduite et de développement qui font qu'on se retrouve avec une application qui est facilement maintenable et qui a toujours le même code de conduite. Donc on a nos tests qui passent, c'est plutôt chouette. Donc là, ça c'était pour la partie compatibilité Vucli. Alors tout à l'heure, je vous ai mentionné rapidement Protractor. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que ça fait. Moi, je trouve que c'est un outil assez chouette parce qu'en fait, ça vous permet en fait de faire du test end-to-end sur vos applications. Et donc, c'est pas forcément facile à écrire. C'est surtout long à écrire en fait. Mais ça apporte beaucoup de choses. Nous, par exemple, ça nous a beaucoup aidé en fait au cours du développement de tout ça parce que ça nous a permis vraiment de valider ce qu'on faisait au fur et à mesure du développement. Donc, c'était vraiment très très pratique de l'avoir. Et donc, vraiment, quand on a tous nos builds... Ah bah attendez, excusez-moi, il est en train de passer de l'autre côté. Ah. Ça bouge dans tous les sens, mais... Il est là, il va arriver. Oh là 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 là. La galère. Bon, du coup, comme j'ai cliqué, je pense que du coup, il a pas dû aimer ce que je lui ai fait. Ah bah non, mais c'est parce qu'il a fini. Vous l'avez pas vu, mais il est passé.
Et donc il a fait passer tous les tests, alors il fait plein de petits tests, on en a plein de définis. Donc là, encore une fois, ce qui est assez chouette, c'est que on a notre app Vue.js qui est démarrée, elle est compatible Vue.cli, on peut faire passer du Jest, on peut faire passer du Protractor, donc si on l'a demandé bien évidemment à la génération. Et donc c'est assez chouette parce qu'en fait c'est du coup très facile de les agrémenter avec des tests métiers et d'ajouter vraiment vos propres contraintes. Et donc là encore une fois, Gipster bosse pour nous pour offrir tout ça. Je reviens maintenant sur la partie Gipster. Je vous ai dit tout à l'heure, ici on a une partie entité, donc on a généré une app, ok, elle fonctionne, on va pouvoir la builder, c'est cool. Mais Gipster, ça va un petit peu plus loin que juste générer l'app complète, tout ce qui va autour. On peut donc générer ce qu'on appelle des entités. Et donc une entité, ça va être en fait une ressource qu'on va créer, donc au sens CRUD, voilà. Donc Gipster va faire ça pour nous. Donc là, si par exemple je crée une application qui va me permettre de gérer des meet-up, donc de créer des meet-up pour savoir un petit peu ce qui se passe. Donc là, encore une fois, on part dans un système de générateur, donc il va nous poser des questions. Donc je vais lui demander de me créer une entité qui va s'appeler meet-up. Je vais lui demander, il va me demander est-ce que je veux ajouter un fil, donc je vais lui dire oui. Je vais lui dire, mon meet-up, faut qu'il ait un name quand même, c'est un peu mieux. Mon name, c'est quoi? C'est un string, ok. Par contre, ouais, je veux des contraintes parce que je veux que le name, ce soit required. Oui, je vais en ajouter un autre. Je veux savoir combien il y a de personnes. Ça peut être cool. C'est un integer, ça, il n'y a pas besoin de contraintes. Et puis, je veux savoir aussi quand est-ce que c'est. Donc, je vais mettre un event date. Et là, c'est un local date. Donc après, c'est bon, ça va me suffire. Et puis après, donc, on peut gérer des relations entre les entités. Donc là, ça devient un petit peu plus complexe. On ne va pas le faire, mais c'est possible. Après, il y a d'autres petites questions liées plutôt à la partie serveur. Et on a également aussi, est-ce qu'on veut tout de suite gérer de la pagination? Donc nous, on le gère à travers Bootstrap Vue. Donc là, comme on ne va pas en créer 50, de toute façon, ça ne sera pas forcément très pertinent. Donc on ne va pas dire oui. Et donc, de la même manière, on valide. Donc tout Gipster va nous recréer un petit peu tous ces fichiers. Donc il y a une partie back, une partie front. Alors, du coup, pour quand même être bien sûr, avec la partie back, je vais relancer les deux. Donc il y a toutes, comme je disais, voilà, c'est créé à la fois partie back et partie front. Donc il y a des templates qui vont être créés avec les formulaires de création, vraiment toute la partie CRUD, à la fois donc sur le front, qui arrive. Alors par contre le front, du coup, il arrive beaucoup plus vite que n'arrive le back. Donc je pourrais pas me loguer tant que j'ai pas le back. Du coup, on va juste l'attendre là-haut. Quand il sera arrivé, je vais pouvoir vous montrer ça. Et donc l'idée, ça va être qu'une fois qu'on a ça, on va pouvoir avoir des entités et des ressources qui vont être vraiment présentes au sein de Gipster. Donc ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir ensuite leur rajouter des champs, leur enlever des champs, et continuer comme ça à maintenir notre app au travers du générateur. Et tout ça va nous générer des interfaces vues, et on va pouvoir continuer à travailler avec. Il doit plus être très loin. H2, ok. Non. Allez. Ah oui, je vous ai pas montré, il y a du Swagger aussi qui est, quand on est en mode dev, qui va démarrer. Voilà. Hop. Il faut que je me log par défaut pour avoir accès en fait aux entités. C'est ça le truc. Hop. Donc là maintenant, je vais voir mon petit meetup. Et donc mon petit meetup, je vais pouvoir créer. Donc là, nous on utilise Vulidate. Donc c'est pareil, c'était encore une fois, on s'est dit on veut créer des choses, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Donc on est parti là-dessus. Donc si on crée Vue.js Paris, je sais pas, on doit être allez, 50aine aujourd'hui. Et on est le 15. Tac. Et voilà. Donc voilà, en quelques. J'ai rien codé, enfin si j'ai codé avant en fait. Mais là, j'ai rien codé. Et du coup, j'ai pu me faire une petite application qui va être, qui va builder, qui va pouvoir être déployée et qui va me permettre de créer un petit peu ce que je veux. Et tout ça en étant testé, en étant linté, proprement. Et j'ai oublié de vous montrer un truc qui est quand même assez important. C'est le code généré. Parce que c'est quand même assez cool. Ouais, forcément, il apparaît de l'autre côté.
vous l'ai mis dans code 2. Hop. C'est un peu gros. Et donc on se retrouve, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez les conf prettier qui sont là, votre package JSON avec toutes les dépendances qui sont ici. Donc, alors, du coup, on est sur l'avant-dernière version. Elle est sortie il y a 5 jours la dernière, Eduardo, donc je suis désolé, on n'est pas passé. Mais on ne manquera pas de le faire. Et donc vous avez toutes les confs en dessous avec tous les scripts que vous pouvez utiliser. Donc c'est tout cela que vous avez qu'on a vu tout à l'heure dans Vue UI. Donc c'est évidemment les mêmes, hein, mais c'est juste présenté tout à l'heure. Et donc l'application, en fait, ce qui est prévu, c'est qu'elle suit le même schéma d'architecture, qu'on soit sur du React, de l'Angular et du Vue. Et donc on va retrouver donc, dans SRC Main Web App tout ce qu'il faut. Donc vous avez ici dans App, vous avez le main TS qui est le point d'entrée. Et donc là on a plein de petits services. Donc alors à la base on avait fait tout ça en Vanilla.js. Finalement on est parti sur TypeScript, on a changé. Donc on a refait en TypeScript parce que du coup on a bien adhéré à Vue Class Component, donc, qui est utilisé partout. Vue Property Decorator aussi. Donc on a tout ça qui est dedans, donc nous ça nous permettait d'avoir des types un petit peu partout. C'était un peu plus proche des utilisateurs, on va dire standards de Gipster qui étaient plus habitués avec du Angular et du React à ce genre de choses. Donc là on est clairement là-dedans. Donc on a plein de choses, on utilise le routeur standard, donc il y a du Axios. Donc le routeur il les îlots de tout. Donc toutes les routes sont les îlodées comme c'est recommandé. Et donc ce qui est du coup prévu, c'est assez verbeux puisque du coup c'est bien décrit. Et vous avez toujours cette petite partie aussi à la fin là, le petit needle. En fait c'est ce qui va permettre à Gipster de venir sans arrêt pouvoir injecter et générer des choses encore pour vous et pouvoir vous les ajouter. Donc ici c'est pour ajouter des nouvelles routes et donc il y en a un petit peu partout dans le code. Donc si jamais vous utilisez Gipster, ne virez pas ça parce qu'en fait ça vous permet de continuer à maintenir votre app. Donc normalement s'ils sont là, c'est pas pour rien. C'est pas juste du commentaire comme ça. Et donc on a pas mal de choses, des entités qu'on a générées tout à l'heure. Je vous ai dit Meetup. Donc vous voyez, on retrouve les composants. Donc on a les composants Vue avec. Donc on a exporté la partie TS dans un composant à côté. Ça se discute, mais voilà, on a préféré faire ça comme ça. Et donc on retrouve donc des composants assez simples qui sont quasiment tous testés. On a encore pas mal de petites choses à faire à ce niveau-là, mais on se retrouve dans une configuration assez complète. Donc, pour cette partie-là, on pourra bien sûr y revenir et en rediscuter sans souci. Hop. Tac, tac. Et donc, dernière partie, on a construit notre application, on a pu créer des choses dans notre application. Maintenant, on va essayer de la déployer, notre application. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez Heroku. Là, ça peut être Heroku, mais ça pourrait être n'importe quel autre cloud provider. Gipster, en fait, permet de faire pas mal de choses et donc de déployer automatiquement pour vous dans AWS, dans GCP, dans plein de choses. Heroku, c'est un peu plus simple parce que du coup, quand on a un compte gratuit, ils sont pas trop regardants à ce niveau-là, donc on peut pusher pour les démos. Alors, par contre, je suis juste obligé de faire un petit truc avant de pusher. Donc ça, c'est lié au fait que justement, on n'a pas fait de release. Hop. Donc ça, une fois qu'on aura release, bien évidemment, il n'y aura pas à faire ça. Donc là, en fait, je suis obligé de faire ça parce que comme on n'a pas release, et si je build, parce qu'on envoie le build de prod vers Heroku, il ne va pas le trouver dans le registry NPM, et donc du coup, il va évidemment ne pas aimer ce que je lui donne. Hop. Et donc, pour déployer dans Heroku avec Gipster, ou d'ailleurs dans les autres, c'est un peu le même principe, c'est qu'on va pouvoir lui dire encore une fois, fais ce qu'il faut. Donc on va lui dire, voilà, déploie dans Meetup.js, ça me paraît pas mal. En Europe, on va compile locally. Et puis voilà. Donc encore une fois, il nous pose quelques petites questions. On a juste à y répondre, et puis lui, il va faire tout ce qu'il faut. Donc en fait, là, il va faire plein de choses. C'est qu'il va à la fois déclarer les fichiers de properties qui vont bien dans notre projet, pour que tout fonctionne, et il va également communiquer avec Heroku.
Alors bon, là, ce que vous n'avez pas forcément vu, c'est que moi, avant, en fait, j'étais avec le Heroku Toolbelt, je m'étais logué. Donc en fait, c'est pour ça, il me connaît. Sinon, il vous aurait demandé de vous loguer. Donc moi, j'étais déjà logué. Donc comme j'ai mon compte sur Heroku, c'est pour ça qu'il sait où est-ce qu'il va. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va builder la partie prod de notre application et il va envoyer tout ce qu'il faut vers Heroku. Tout ça dans l'idée, c'est que je vous ai montré la partie dev, c'était bien. Connection refuse là-haut. Ouais, de toute façon. Hop. On peut l'arrêter. Donc la partie dev, elle est construite avec Webpack et du hot reload. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, il y a du browser sync. Browser sync, c'est un autre outil encore qui est assez chouette, qui permet en fait de synchroniser vos différents navigateurs. Et donc, quand on fait du test, par exemple, sur des devices mobiles ou des choses comme ça, c'est super pratique parce que ça permet de répliquer exactement les comportements qu'on souhaite. Donc ça peut être assez pratique. Ça va couper. Et donc, là, il a fini de builder. Il devrait envoyer. Donc ça, un peu comme tout à l'heure, ça dépend un petit peu du réseau que vous avez. Ça peut mettre plus ou moins de temps. L'idée étant que il va simplement utiliser Webpack, builder et envoyer. Il finit de compresser. Ok. Hop. Le temps qu'il finisse ça, je vais revenir sur la presse. Et je vais vous parler un petit peu de l'analyse de ce qui a été généré. Parce que générer tout ça, c'est cool, mais encore faut-il que ce soit performant. Et du coup, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc bon, Vue.js, il n'y a pas de souci, on sait tous que c'est rapide, que c'est performant. L'idée, c'était vraiment de garder une application compacte, rapide et petite. Donc là, tout ce que vous avez vu, donc l'application entière, donc ça, c'est Webpack Bundle Analyzer. Donc, c'est un petit outil qui permet d'analyser votre bundle généré par Webpack. Et donc, ça va vous montrer toutes vos différentes libs que vous utilisez au travers de votre application et vos différentes chunks en fonction de ce que vous avez, par exemple les îlots. Donc là, nous, comme on utilise du Vue.router, on a tout ça parce que du coup, il a tout chunké. Et donc, on voit que, par exemple, là, on a Vue et puis on a Bootstrap, on a je sais plus où est-ce qu'il est, Fortosum aussi avec les logos, forcément, ça prend un peu de place aussi. Mais donc, on arrive avec une taille complète d'application, donc en parse, à 530 kilobits, donc c'est quand même pas grand-chose, et sachant qu'en gzip, donc au niveau de votre navigateur, ça va faire que 158 kilobits, donc ce sera très très léger. Et d'ailleurs, bon, c'est pas pour comparer par rapport aux autres, mais générer la même application dans Angular et dans React, c'est assez intéressant. La page Angular va mettre environ 2 secondes à s'afficher, alors que celle que vous avez vue là, donc si je fais ça, je l'ai coupé, donc vous la verrez pas, mais celle de Vue, elle met environ 800 millisecondes, donc on est dans une rapidité complètement différente. React est mieux que Angular, donc on doit être à 1 seconde 2 à peu près, mais donc Vue est beaucoup plus rapide. Et donc plus petit aussi. Donc ça, c'est assez chouette. On est allé un petit peu plus loin et du coup, on est allé dans Sonar. Alors pour ceux qui connaissent pas Sonar, enfin SonarCube, c'est un analyseur de code. Alors ils ont un analyseur TypeScript, donc c'est assez chouette. Ils font pas que du TypeScript, ils font du Java et plein d'autres langages. Et donc si on push une app générée telle quelle, on se retrouve avec ça. Donc on considère que c'est du AAA, donc ça veut dire que c'est bien. Et on est à au moins 70% de coverage, alors sachant que là il y a marqué 71,8, mais en fait ça comprend la partie TS et la partie Java. Et donc comme je vous ai dit, nous il nous en manque une partie quand même assez importante sur la partie TS. Donc, et puis de toute façon ils ont un bug ouvert entre la gestion des fichiers Vue SFC. Donc ils ont encore 2-3 petites choses à gérer de leur côté aussi, mais ça permet d'avoir une bonne vision en fait, de ce qu'on génère. Donc l'idée nous c'est toujours d'avoir des performances tout à fait correctes par rapport à ça, par rapport à Webpack Bundler. Donc c'est très important. Heroku, il a fini. Ok, il dit qu'il a fini. Voilà, notre app sur Heroku. Donc il n'y a plus le petit bandeau prod. Donc on a toujours le petit bonhomme. Alors il faut savoir que ça c'est les nouveaux logos Gipster. Ceux qui connaissaient d'avant, d'habitude c'était peut-être un monsieur.
Donc on a changé, maintenant en fait le logo est généré à chaque fois, enfin il y a plusieurs logos et en fait en fonction de votre génération vous n'aurez pas le même logo à chaque fois. Donc des fois vous aurez un monsieur, des fois vous aurez une nana, ça dépend. Donc voilà, on s'est amusé à faire ça. Donc là, alors je vous avoue, je sais plus trop quand est-ce que j'ai commencé, mais en tout cas tout à l'heure on n'avait rien. Et désormais on a une application qu'on a buildée qui est AAA dans SonarCube et qui est capable d'être déployée dans Heroku. Et quand on passe, d'ailleurs, c'était aussi pour ça à la base que je voulais le déployer dans Heroku, c'est qu'on peut utiliser Lighthouse. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà amusés à faire ça. C'est un petit outil proposé par Google qui vous permet d'analyser pour voir un peu la qualité de votre application, de voir si elle réagit bien justement. Alors il y a des notions de PWA aussi. D'habitude le premier est vert. Ouais. D'habitude on est au-dessus des 90. Mais bon, là on est à 88, c'est quand même pas trop mal. Et donc l'idée, voilà, c'est d'avoir des best practices, on est à 93. Donc encore une fois, c'est des métriques qui sont objectifs et que on essaye toujours d'atteindre et d'être toujours au top. Parce que justement, l'idée, c'est à la fois de fournir un environnement de développement qui va convenir à tous, qui va être facilement maintenable, qui va être facilement utilisable et qui en plus va être, en tout cas va tenter d'être au top niveau en termes de best practice et de suivi de toutes les différents outils qu'on trouve autour du framework, entre autres Vue. Voilà pour moi, je vous remercie. Vous avez peut-être des questions? Ouais. Merci pour ta présentation. Ça marche ou pas? Non, je suis pas sûr. Je crois pas. Je parle un peu fort. Merci pour ta présentation. Alors, tu as montré un moment que tu utilisais Webpack directement. Parce que Vue CLI, normalement, il vient avec une petite surcouche. Tu as des vues services et tu as juste un fichier vueconfig.js que tu peux éditer. Ouais. Et dans mes souvenirs, mais je parle sous le contrôle d'Eduardo, en fait, dès que tu as ça, tu as aussi dans ton Vue UI, tu as aussi directement une UI pour changer un petit peu ta config. Ouais, Du tout à fait. coup, ma question, c'est pourquoi avoir choisi d'éjecter et d'utiliser Webpack en direct? Et ouais, voilà, quel est le thought process, le rationnel qu'il y a derrière ça? Parce que, alors, l'idée en fait derrière, c'est que justement, les gens qui utilisent Gipster, c'est peut-être pas forcément que des développeurs Vue. Donc en fait, ils n'ont pas forcément toutes les connaissances du framework, la connaissance et la maîtrise, on va dire, de Vuecli. Mais par contre, il y en a beaucoup qui sont assez full stack et qui vont maîtriser Webpack, entre autres. Donc que ce soit pour Angular, pour React, on a toute cette configuration qui est disponible, qui est modifiable. Ça aurait été trop handicapant de se dire on fait la partie Vue, mais par contre on vous offusque Webpack. On aurait forcément eu des gens qui nous auraient dit nous on a besoin de notre conf Webpack parce qu'on a toujours fait comme ça, qu'on a des builds un peu particuliers. Alors du coup je sais que, parce qu'on l'avait fait, de mettre un vueconfig, de configurer exactement, de tweaker la config Webpack proposée par Vuecli. Après, nous, on avait parfois des conflits avec justement ce qu'on propose, avec BrowserSync, avec d'autres petits outils qu'on a mis en place. Donc, pour l'instant, on l'a mis de côté. Moi, j'ai une branche où il y a encore tout ça qui est fonctionnel. On ne le merge pas pour l'instant parce que voilà, je ne suis pas encore convaincu et en tout cas, j'ai pas réussi à avoir les mêmes perfs. En tout cas, alors je pense que c'est peut-être juste un petit problème de config, peut-être. Mais pour l'instant, ouais, on laisse comme ça. Après, c'est ouvert. C'est pas du tout clos au débat. Donc, J'ai une deuxième question. bien sûr. Au départ, j'ai vu ton CLI, du coup tu génères ton appli, et à un moment tu proposes Elasticsearch. Il n'y a pas Algolia. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Il y a mon collègue Pierre aussi qui est là-bas, Pascal pardon, qui est là-bas et qui il fait partie aussi de la Gipster Team, et justement c'est ce qu'il me disait juste à côté. Enfin, juste avant de commencer, c'est que clairement, ça pourrait s'envisager de faire un petit composant. Donc, on pensait venir t'en parler après. Ça peut être cool, parce que c'est des extras et que, en fait, l'idée, c'est que... Alors, j'ai pas montré les statistiques, mais Gipster, il y a énormément de téléchargements, et donc je pense que ça peut être super intéressant, je pense, pour vous d'avoir
effectivement ce portail-là aussi. Je vois pas les statistiques. Mais ouais, clairement, on pourrait imaginer un petit extra qui mettrait le Power Search d'Algolia. Ça pourrait être carrément cool. C'est open source, Jeepster, et le repo, il est C'est complètement open source. Là, la partie Vue.js est également open source. Alors pour l'instant, elle n'est pas dans le repo principal. D'une, parce que on n'a rien réalisé, et donc on ne veut pas être dépendant complètement du générateur principal, parce que lui aussi, comme vous avez vu, il y a plein de choses. Donc, comme il y a pas mal de choses qui bougent, on ne voulait pas être dépendant de ça. Donc nous, pour l'instant, on est dans un blueprint en fait à côté. Donc il y a un Jeepster Vue.js. Donc là, vous voyez générateur Jeepster, et du coup, Jeepster Vue.js, il est là. Donc on est clairement open source, c'est ouvert, tout le monde peut contribuer. Même, je vous invite, si vous avez l'envie, on a des issues ouvertes, que ce soit là ou même d'ailleurs sur le générateur pour les premiers contributeurs. Donc une petite feature request sur Algolia, ça peut être cool. Merci. De rien. Une petite question sur l'outil de test que tu as lancé. J'ai vu qu'il y avait la souris a bougé, les interfaces ont changé. Contractor, c'est un équivalent de Selenium, c'est ça? Ouais, alors c'est Protractor, Protractor. et c'est basé sur Selenium. Ouais. En fait, c'est construit au-dessus de Selenium. Ok. Donc voilà, carrément. Super. Merci. Pas d'autres questions? Ok, je vous remercie.